Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous allons vous présenter les résultats obtenus dans le cadre du projet hein, sur une deuxième classe de molécules assez proche, vous allez le voir, des lipopeptides qui ont été décrits précédemment et qui s'appellent donc les rhamnolipides. Alors, les rhamnolipides sont en fait des glycolipides hein, qui sont sécrétés par différents types de bactéries, en particulier certaines qui sont donc en fait des bactéries bénéfiques, hein, intéressantes notamment en biocontrôle. Alors, comme les lipopeptides, ces rhamnolipides en fait sont des composés amphiphiles. Donc, ça vous a été décrit un petit peu par Marc Ongena précédemment, c'est-à-dire qu'elles possèdent en fait une partie hydrophile qui est présentée ici par un ou deux sucres, hein, ce qui est différent des lipopeptides, et puis une queue hydrophobe en fait lipidique qui donc les deux hein, permettant ces capacités amphiphiles. Alors ces propriétés hein, donc amphiphiles, comme vous l'a aussi donc, décrit Marc, permettent finalement à ces molécules d'avoir des activités assez intéressantes, que vous allez voir par la suite, notamment dans un cadre de biocontrôle. Alors, les rhamnolipides sont déjà utilisés hein, par l'homme dans un certain nombre de domaines, notamment donc dans la bioremédiation de polluants de sol, notamment en hydrocarbures et en métaux lourds. Ils sont aussi utilisés déjà dans le biocontrôle de certaines cultures, notamment en hydroponie. Alors, ce sont des additifs alimentaires et ils sont utilisés aussi en tant qu'émulsifiants et en tant que biosurfactants. Alors, depuis un certain nombre d'années, hein, nous avons pu montrer en fait que ces composés, donc les rhamnolipides, sont capables en fait de stimuler l'immunité innée des plantes, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables en fait de déclencher des réponses de défense. Là aussi, ça vous a été décrit dans les conférences précédentes. Hein. Donc, des différentes réponses de défense qui participent à la protection contre une large gamme d'agents pathogènes. Hein. Nous avons montré des efficaciés, vous le verrez aussi par ailleurs hein, tout à l'heure, contre des agents, des micro-organismes pathogènes biotrophes, tels que par exemple les mildious, des hémibiotrophes et des agents pathogènes nécrotrophes, comme par exemple le Botrytis cinerea. Alors, ce qui est intéressant avec ces composés, c'est que ils ont aussi des capacités finalement de biopesticides, et notamment donc à travers des activités antimicrobiennes contre des champignons et des oomycètes. Alors, ces activités antimicrobiennes passent notamment, par exemple, par l'inhibition de la germination des spores. Hein. Vous pouvez voir ici, hein, sur la première photo ici, donc cette inhibition de la germination de spores de Botrytis, donc à cette concentration donc en rhamnolipides, et on a ici donc plus de 90% d'inhibition hein, de la germination. Alors ces composés sont aussi actifs sur le mycélium du champignon directement, hein, donc des activités donc antimycéliennes directes. Et vous pouvez voir ici à nouveau hein, sur le champignon Botrytis cinerea une belle efficacité donc d'inhibition de la croissance du champignon. Alors, nous avons pu montrer donc au cours de ces dernières années aussi donc une efficacité de ces composés sur différents types de plantes, donc notamment dans des conditions contrôlées, mais aussi pour certaines d'entre elles dans des conditions non contrôlées, c'est-à-dire au champ bien sûr. Hein. Alors, on a pu voir donc des activités intéressantes sur la vigne, hein, notamment contre la pourriture grise et donc le mildiou. Nous avons aussi pu observer donc, une protection avérée sur le colza, notamment contre le FOMA, et ceci a été aussi montré donc, dans des conditions non contrôlées, donc au champ. Hein. Les rhamnolipides sont aussi efficaces, notamment sur la tomate, contre en particulier l'oïdium. Et il y a aussi des résultats sur un certain nombre de monocotylédones, notamment sur le blé, où les résultats sont aussi assez encourageants. Alors, dans le cadre du projet Smart Biocontrol, hein, du coup, nous avons donc débuté une synthèse d'analogues, donc hein, de molécules analogues bio-inspirées et biosourcées, donc sur la base de ces rhamnolipides naturels, avec pour objectif d'essayer d'augmenter encore leur activité, surtout aussi d'augmenter leur stabilité et potentiellement de diminuer leur coût de production, qui est l'une des problématiques avec ce type de composé. Et dans le cadre du projet, l'objectif, bien sûr, a été d'essayer de montrer et d'essayer de savoir si toute cette gamme de composés qui ont été, vous allez le voir, donc bio-inspirés, permettait de protéger la plante
et donc ça sur différents types de cultures et différents pathosystèmes. Et nous avons bien sûr, d'un point de vue mécanistique, essayé de savoir si ces composés étaient capables de stimuler les défenses des plantes, mais aussi de savoir si ces différents composés avaient des activités antimicrobiennes directes. Alors maintenant, je vais passer la parole à mon collègue chimiste hein, qui va vous décrire un petit peu la manière et la philosophie avec lesquelles ces molécules ont été synthétisées. Et donc voilà, je passe la parole à Patrick. Bien, merci Stéphane. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Surtout, ne vous déconnectez pas parce qu'on va parler de chimie, on va parler d'une chimie sympathique. Comme il vient d'être dit par Stéphane, mon collègue, nous sommes inspirés de ce qui existe dans la nature, des rhamnolipides qui existent dans la nature. Je ne reviendrai pas sur ces rhamnolipides avec une partie hydrophile représentée par le sucre et une partie hydrophobe ou dite lipophile représentée par des chaînes plus ou moins complexes. Nous avons tout simplement regardé, analysé et essayé de copier ce qui existait dans la nature pour arriver à une structure générique que vous retrouvez ici en bas, une structure générique qui associe la partie hydrophile, le sucre, le rhamnose, à des parties hydrophobes naturelles que sont des acides gras, des alcools gras, avec des ponts intermédiaires le plus viable écologiquement parlant, disons. Tout ceci a été conçu dans le cadre d'une chimie durable. Nous obtenons des produits que l'on qualifie d'éco-friendly, éco-friendly par rapport à leur aspect positif, on va dire, sur l'environnement, mais aussi avec un aspect positif économique. Et nous avons produit ces molécules de l'échelle du gramme jusqu'à l'échelle du kilo. À titre d'exemple, voici quelques molécules que nous avons préparées, qui ont été préparées. Vous avez en haut à droite le rhamnolipide naturel. Vous voyez les structures analogues bio-inspirées que nous avons conçues. Et à présent, nous allons faire un focus sur une molécule particulière, un rhamnolipide ester avec une partie alkyle C12. Et voyons les résultats présentés par mon collègue Ali. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, je vais vous illustrer les travaux qui ont été réalisés sur ce panel de rhamnolipides bio-inspirés pour évaluer leur activité biologique sur un certain nombre de pathosystèmes, donc de maladies de culture. Donc là, je vais vous présenter les travaux qui ont été obtenus avec le pathosystème blé septoriose et qui permet d'évaluer ce rhamnolipide ici, représenté ici avec une chaîne carbonée à C12 et qui a montré une efficacité assez intéressante puisqu'on peut observer une réduction de presque de moitié des symptômes observés sur la plante. Les travaux de relation structure-activité ont montré que c'est la chaîne carbonée qui intervient le plus dans l'activité des rhamnolipides et c'est la C12, donc la chaîne carbonée à C12 qui est la plus performante. Et quand on observe le mode d'action de ce rhamnolipide sur le pathogène, on a réalisé des tests in vitro pour regarder si le rhamnolipide inhibe ou pas le phytopathogène et on a observé effectivement un effet biofongicide du rhamnolipide sur l'agent responsable de la septoriose du blé. Et par ailleurs, on a aussi exploré le mode d'action indirect du rhamnolipide sur le blé pour évaluer s'il est capable d'induire les réactions de défense. Et de façon intéressante, on a observé une expression, on va dire, importante de gènes qui sont impliqués dans les réactions de défense du blé, et ceci en conditions infectieuses et non infectieuses. Donc, le graphique à gauche, peu importe, on ne va pas le développer parce que ce n'est pas l'objectif. Mais à droite, on peut déjà illustrer ici les gènes qui sont exprimés en conditions infectieuses et non infectieuses. Et sachant qu'en bleu, ici, c'est les gènes qui sont exprimés en conditions non infectieuses, donc on parle d'élicitation. Donc là, le rhamnolipide induit directement les réactions de défense juste après le traitement. Et ici, en rose, on va voir les gènes qui sont exprimés uniquement à l'arrivée du pathogène. Donc là, on parle de potentialisation, donc c'est quelque chose de très positif pour la plante parce que finalement, elle ne développe pas les réactions de défense en absence du pathogène, donc elle ne fait rien après traitement. Par contre, quand le pathogène arrive, elle met en place les réactions de défense. Donc, ce qui est intéressant aussi pour ces rhamnolipides, en particulier le C12, on l'a évalué sur des souches qui présentent des résistances différentes
aux fongicides de synthèse, donc, puisque la résistance aux fongicides, c'est une problématique majeure au niveau des cultures. Et on a trouvé que le rhamnolipide C12 agit de la même façon entre les souches moins résistantes et hautement résistantes. Donc ici, on parle de facteur de résistance qui est réduit ici. Par contre, pour les matières actives de synthèse qu'on a évaluées, on a observé des niveaux de résistance assez importants sur une population de champignons responsables de la septoriose. Donc en résumé, donc, les rhamnolipides, leur intérêt aussi, c'est de agir aussi sur les souches hautement résistantes aux fongicides, donc les souches MDR, hein, qui posent problème, en tout cas au niveau des productions. Et par ailleurs, on a aussi évalué le rhamnolipide C12 sur un autre pathosystème. Donc ici, on parle de tomates botrytis responsable de la pourriture grise. Et de façon intéressante également, on a observé une réduction assez significative des symptômes sur les plantes traitées avec le C12, ici tout à droite, comparativement au timon qui n'a pas été traité, ici, en tout cas, à gauche. Et pour terminer ma présentation, j'aimerais quand même ici illustrer un travail que nous avons réalisé en conditions in vitro et in planta pour comparer l'efficacité du rhamnolipide sur plante, mais in vitro. Et de façon, on va dire, assez surprenante, on a trouvé que le rhamnolipide est 20 fois moins efficace sur plante que in vitro sur une boîte de pétri. Donc, cette baisse d'efficacité quand on applique le produit sur plante serait due à plusieurs facteurs. Et pour y remédier, il y a quand même la formulation qui peut jouer un rôle assez important pour performer davantage le rhamnolipide sur plante. Donc ici, c'est pour juste, en tout cas, mettre en avant l'intérêt aussi de la formulation pour optimiser l'efficacité des produits de contrôle sur plante, mais surtout aussi du passage entre la serre et les conditions de production champ ou serre de culture. Voilà, donc on termine cette présentation en remerciant bien sûr tous les partenaires du projet BioScreen qui sont impliqués sur ce travail sur les rhamnolipides qui sont